Amsterdam. Amsterdam Ned. Amsterdam Ned dans la langue d'Arnaud Bordas, quoi. Non mais Amsterdam Ned. J'ai toujours dit Amsterdam Ned, c'est mon côté Arnaud Bordas. Ouais, mais en anglais on dit Amsterdam. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Dupuis et nous partons vers les Pays-Bas parce que fini le cinéma américain, la grosse merde américaine, tout ça, etc. etc. On va parler d'une petite série B faite avec amour. Amsterdam de Dick Maas. Bon gros produit des années 80, mine de rien. Grosse série B bien vénère par moment. Hein. Et qui finalement était assez agréable à revoir, moi je trouve. Ouais, carrément. Voilà. J'en avais pas un aussi bon souvenir en fait. Ça parle de quoi, Amsterdam ? C'est un thriller d'action matinée de slasher. Avec ça beaucoup de slasher quand même. Beaucoup c'est pas mal. Ouais. Donc c'est-à-dire que, en gros, très basiquement, il y a un tueur mystérieux qui sévit à Amsterdam et il y a un flic qui se lance aux trousses du tueur. Sauf que le tueur, il agit uniquement dans les canaux en fait, de la ville. Parce que la ville est connue pour ça. Voilà, c'est une magnifique ville que je vous invite à visiter et qui donc est, comme Venise, il y a autant de rues que de canaux. Bon, je schématise, c'est pas vrai dans la réalité, mais voilà. Et du coup, c'est un tueur qui est présenté très clairement comme un tueur de slasher, comme un Jason, comme un truc comme ça. Et ce qui était la mode à l'époque. Hein. Oui, complètement. Et bon, je vais pas spoiler parce que c'est un peu con, quoi. Mais en tout cas, sur la résolution, en fait, et qui est le tueur, d'où il vient, d'où viens-tu, que fais-tu, où es-tu. C'est complètement con, hein. Oui, c'est complètement con, mais c'est très clairement un truc de slasher. Ouais. Et il est traité comme ça, en fait. Parce que ça, c'est quand même un élément qui n'est pas forcément tout de suite immédiatement attendu. Mais à côté de ça, c'est aussi un thriller, c'est-à-dire qu'il y a une appréhension de la ville, et je pense que ça, on va pas mal développer là-dessus, qui est très clairement liée au film noir et tout, mais sauf que ça se passe à Amsterdam, ça se passe pas à, je ne sais pas moi, New York ou Los Angeles. Ça, c'est le premier truc. Et c'est aussi un sacré film d'action avec notamment une poursuite de hors-bord sur laquelle aussi il va falloir qu'on revienne abondamment, qui est au cœur du film. Mais c'est pas la seule scène d'action du tout du film. Tu as aussi une poursuite en voiture, tu as des bastons, tu as un peu de gunfight un peu léger, mais tu en as quand même un petit peu. Et puis, tu as très clairement un héros de film d'action des années 80 avec son mulet, son cuir, qui boit son whisky quand il rentre chez lui. Là, son petit Jack là et tout. Donc voilà, et tout ça contribue en fait à un mélange qui est un film complètement de son époque. Hein. Faut pas du tout vous attendre à un truc atemporel et tout. C'est très clairement jusque dans la musique et dans l'image. Ouais, alors la musique c'est pas possible. Par contre, 80, ça c'est aussi Dick Maas, un truc de Dick Maas. Et mais qui est effectivement extrêmement sympathique, notamment pour son originalité, j'ai envie de dire, sur certaines choses, sa singularité plus que son originalité, et aussi pour sa générosité, je trouve, également. Alors, peut-être qu'on va resituer juste la production du film, Steph, avant de rentrer dans le truc. Parce qu'on va resituer qui est Dick Maas, en fait. Qui est Dick Maas, mais ça va l'ensemble. Dick Maas, c'est un réalisateur hollandais qui a fait beaucoup de clips, qui a fait un peu de pub aussi, qui est clairement un enfant de ça. C'est vraiment un enfant aussi de son époque. C'est-à-dire qu'au niveau de la... Moi, j'ai eu la chance d'interviewer pour Prey, qui est son dernier film, qui est un peu un Amsterdam moins bien d'aujourd'hui, mais à la place du tueur de trucs slasher, c'est un lion qui est lâché dans les rues d'Amsterdam. Et notamment, il y a un truc qui m'avait dit Dick Maas, et je me suis dit, ça c'est typique la réflexion d'un mec des années 80, c'est que moi je lui avais posé une question relativement basique qui était, vous aimez beaucoup bouger la caméra est très mobile dans tous vos films et tout. Et lui il m'avait dit, ouais, mais moi je suis un mec vivant et je vois le monde comme ça. Nous, quand on vit, quand on appréhende l'espace, on l'appréhende en mouvement, tout ça et tout. Donc moi je veux retranscrire ça en fait dans mes films, et je veux que ma caméra bouge tout le temps et en permanence. Et je me suis dit, je pense que ça c'est un truc, effectivement, c'est une école de pensée à mon avis qui avait beaucoup cours dans les cinéastes des années 80 et dans surtout issus du clip. Surtout issus du clip et de la pub, quoi. Tous ces mecs-là, les Russell Mulcahy et tout, et les Rennie Harlin, et lui il fait partie clairement de ça. C'est-à-dire que il suit en fait peu ou prou le parcours de ces mecs-là. C'est-à-dire qu'il se fait connaître. Lui, il a 200
centres d'intérêt et qui sont encore une fois mélangés dans Amsterdam, qui sont la comédie. Il a remporté un gros succès, de gros succès en Hollande grâce à des comédies qui, à ma connaissance, n'ont jamais été exploitées en France. Alors, il y en a une. Il y en a une peut-être ouais, aussi, mais enfin, moi, je ne les ai pas vues. Et tout ce qui est film d'horreur, slasher, bref, tout ce qui faisait basiquement le succès des vidéoclubs de l'époque. Voilà, le premier gros succès, c'est L'Ascenseur. J'y viens, voilà. Film assez comment dire, intriguant, parce qu'en fait, c'est un espèce de truc à la Hitchcock, en fait, c'est-à-dire en gros, si tu lui, veux, il dit c'est un truc à la Stephen King. Il dit moi j'ai pris à Stephen King l'idée qu'il a pas eu. Voilà, et le truc c'est, il y a ça, c'est vrai. C'est un high concept movie. C'est un high concept, mais avec une espèce de logique de suspense, voilà, très gore, hein, très mise en scène, et voilà, que Hitchcock aurait pu avoir en fait aussi à une époque. Quoi. Exactement, Que, qui fait partie des frayeurs basiques de tous les gens, qui sont à la fois, je sais que je suis dans cet appareil où il y a un truc qui m'échappe et je suis au-dessus du vide d'une part, et puis tu as ce truc qui est très effrayant, en tout cas qui est un peu enfantin dans la peur, qui sont ces deux portes métalliques qui se ferment, et là tu imagines toutes les décapitations que tu peux lui fait forcément. Que la machine en fait prend le dessus, et donc, surtout en l'occurrence il y a une entité maléfique. Voilà, donc, c'est que l'ascenseur en lui-même est donc une entité... on est clairement dans la série B d'exploitation pure et dure. Sauf que c'est un événement à l'époque. Ouais. En fait, l'ascenseur, c'est un petit événement certes, mais c'est quand même un événement. C'est un film qui est exploité déjà pour un film hollandais, c'est pas forcément, ça coule pas forcément de source, hein, qui est exploité un peu partout, y compris en France. Il avait eu un prêt à Voriaz. Tourné en hollandais, en fait. Et dans la langue d'origine. Et c'est surtout le film, en fait, va faire beaucoup parler de lui à l'American Film Market, qui est donc un marché du film qui a lieu tous les ans, ou qui avait, non, mais je crois que c'est encore lieu aujourd'hui, qui a lieu tous les ans à Los Angeles. Et à l'époque, je crois qu'il avait remporté le record en fait du film le mieux vendu à l'international. Et Dick Maas, d'une part avec ce succès-là, qui aurait pu suffire, hein, qui a suffi à beaucoup de réalisateurs de cet acabit-là étrangers, mais aussi donc lui tout le bagage qu'il avait, forcément il a eu des propositions à Hollywood, et il a eu notamment une proposition qu'il a beaucoup regretté lui d'avoir passé outre, ce qui a été Freddy 2 en fait. Il était pressenti pour faire la revanche de Freddy, et il a refusé justement pour faire Amsterdam, qui était un projet un peu plus chéri pour lui, et qui a nécessité d'ailleurs beaucoup plus de moyens. Et on arrive à Amsterdam. T'as vu cette petite apparemment, il a aussi refusé un Vandame. C'est possible. Dans Stéroïdes, c'est ce qu'il disait. Et en fait, le truc, c'est que c'est intéressant. Alors, je fais une petite aparté là-dessus. C'est intéressant parce que, en fait, justement, ça démontre un peu l'aura de Dick Maas. Van Damme, au début de sa carrière, quand il a commencé à vraiment avoir du pouvoir et pouvoir aller chercher des réalisateurs, comme il l'a fait avec les réalisateurs de Hong Kong et ce genre de choses. En fait, il est aussi allé chercher des réalisateurs des années 80 qui avaient fait un film marquant, tu vois, par exemple. Et notamment, par exemple, il était allé chercher Robert Harmon pour Hitcher, qui avait fait Hitcher pour Cavale sans issue. Donc, je pense que, si tu veux, la démarche, la logique était la même vis-à-vis de Dick Maas. Dick Maas n'a pas fait le film avec lui, finalement, à la fin. Et d'ailleurs, il n'a pas eu de carrière américaine, en fait. Dick Maas, il a vaguement essayé, puisqu'en fait, il a essayé de faire des films en anglais à une époque. Il y a eu, c'est beaucoup moins bien, je trouve, mais il y a eu Issue de secours, qui était sorti chez nous en 99-2000, mais qui était néanmoins tourné en Hollande, bien toujours coproduit par sa société, parce qu'il est aussi producteur. Un remake à l'américaine de L'Ascenseur. Qui est un projet qui courait depuis les années 80, juste dans la foulée du succès du premier. Qui est aussi beaucoup moins bien, je trouve. Mais qui a toujours... Enfin, on va revenir, vas-y. Voilà, mais du coup, effectivement, en fait, c'est pour démontrer un petit peu, éventuellement, l'aura que pouvait avoir un film comme Amsterdam, justement, à l'international, c'est que c'est un film qui en impose, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ça a beau être une série B assez bourrine, assez directe et sans fioriture, voilà, ça a fait sensation, quoi. Alors oui, et c'est un événement local aussi, c'est-à-dire que, et c'est ça, il y a plusieurs petits trucs en fait qui sont agréables. Et avant de peut-être parler de ça, et justement puisqu'on parle de tout le reste de sa filmo, moi ce que j'aime bien chez Dick Maas, c'est qu'il y a un documentaire qui sort sur lui là bientôt, année, j'ai hâte de voir. Et c'est un mec assez curieux, parce que en fait quand tu le vois en interview, t'as l'impression qu'il tire la gueule tout le temps, il est un peu taciturne, et en même temps tu sens que ça bouillonne. Et
tu sens qu'il a un truc, il a un pet au casque, le mec. Ouais, puis il fait des films assez joyeux, en vrai. Et en fait, oui, et je pense il a ça, il a un vrai pet au casque, en fait, le mec, et je pense que du coup, il a pas de... Qui est un truc aussi des années 80, hein, ceci étant dit, mais il a un truc, il a pas de filtre, en fait, sur certains trucs. Il a un peu un côté beauf aussi. Mais oui, mais complètement. Qui se ressort dans les films. Hein. Mais qui va avec, en fait, si tu veux, et qui fait du coup que le mec, il te fait des gags, notamment dans Amsterdam, puisqu'on parle principalement de ça, et des trucs, mais... Il faut oser quand même, tu vois, le faire. Il y a notamment une nana, je pense à meuf qui est sur une bouée, tu sais. Et puis il y a le tueur qui est juste en dessous. Et elle a les jambes écartées avec un bikini. Et le tueur arrive avec son couteau, il perce la bouée. Et t'as clairement un symbole phallique. Et le couteau approche en fait du sexe en fait de la fille. Et t'imagines qu'il va la tuer comme ça, quoi. Et le plan suivant, c'est le grand chef de la police d'Amsterdam, en fait, qui ouvre en grand une porte. Alors tu te dis le symbole. Mais il est complètement taré en fait. Mais il y a ça, il y a aussi un autre accord séquence où il balance du ketchup dans son burger. Dans son burger. Ouais. Mais en fait, alors il y a ce truc, c'est un bourrin. Clairement, faut clairement le dire, c'est un bourrin avec, on va dire, ça va même très loin. Là, genre, l'ouverture d'Amsterdam, c'est quand même donc. À la base, donc, c'est des plans du tueur qui sort des canaux alors en vue subjective. Avec une musique à la Vendredi 13 et voilà, tout. Ce qui fait aussi donc la musique, Dick Maas. Et il fait la musique, pas parce qu'il aime ça forcément, mais il fait ça pour gagner de la thune. Voilà. Parce que comme il est producteur et qu'il va en donner au maximum, il fait la musique. Voilà, donc c'est une vraie logique de série B. Quoi. Ouais. Et le premier plan, les premiers trucs en fait, d'ouverture, alors c'est attachant jusqu'à un certain degré, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien, je pense, en fait, quand il avait l'énergie de ses débuts, sur l'ascenseur, sur Amsterdam. Pour moi, ça marche beaucoup moins bien sur Issue de secours ou l'ascenseur niveau 2. Quoi. Mais même là, la musique, c'est un peu un problème parce qu'il n'a pas le talent d'un Carpenter. Non, mais il n'a pas le talent d'un Carpenter, il n'a pas le talent d'un Jay Chataway, j'ai envie de dire, si tu veux, non plus. C'est quand même très ringue. Hein. C'est un des trucs qui fait vraiment instantanément vieillir le film, même plus que le mulet du personnage principal. Quoi. Mais en fait, l'ouverture de ce truc-là, alors moi, il y a une idée que j'aime bien, c'est qu'il y a un truc aussi que j'aime beaucoup dans sa façon de fonctionner, par contre, c'est qu'en fait, il filme la ville. Je trouve, alors je suis jamais moi allé à Amsterdam, mais par contre il filme la ville non pas sous un point de vue touristique. Il fait tout en fait. Il fait un peu de tout et surtout en fait il te montre en fait les différentes populations. Par exemple dès la scène d'ouverture, il rentre dans un restaurant chinois où tu as deux Chinois en fait cuistots qui sont en train de s'engueuler en chinois et en fait en gros il te met en fait dans le cadre un plantage de caméra de couteau que tu peux pas louper en fait si tu veux parce que ça prend tout l'espace gauche tu vois du cadre. Il fait un mouvement qui part, quand la caméra revient, le couteau n'est plus là et en fait c'est le tueur qui s'en est emparé pour aller tuer quelqu'un quoi. Et alors le quelqu'un en question, c'est une prostituée si tu veux. Et alors là, je décris la scène d'ouverture qui finit sa soirée de travail, se fait violer en gros par ce putain de beauf violeur de taxi, tu vois. Donc c'est avec une scène mais complètement aberrante quoi. Enfin hyper graveleuse. Sauf que Dick Maas, il est clairement du côté de la prostituée. Non mais d'accord, mais il est hyper graveleux, tu vois. C'est-à-dire c'est direct. Mais elle me touche moi cette scène. Bizarrement, ça fait partie des trucs. La prostituée, si tu veux, mord la bite du mec parce que c'est ça aussi. Le truc. Il la force en fait à une fellation, elle lui mord la bite. Elle lui mord la bite. Il la dégage de la bagnole, elle s'en sort, voilà, et là en fait elle se fait attaquer par le tueur qui même déjà dès le début tu vois qu'il a plus ou moins un costume de plongeur quoi. donc enfin un homme grenouille quoi. Ouais. Et en gros si tu veux une fois que ça s'est passé, on découvre le cadavre parce qu'il est accroché en fait à un pont, il y a un bateau mouche qui passe. Et en fait, t'as le cadavre en fait qui est emporté par le bateau mouche, t'as les tripes en fait qui s'étalent sur le truc. Et dans le bateau mouche, t'as que des gamins et des bonnes sœurs. Tu vois ça avec du sang partout et le cadavre retombe. Si avec ça vous a pas donné envie. Voilà. Quoi. Donc c'est vraiment du niveau série B bourrine qui s'assume, tu vois. Mais alors ce qui est intéressant du concept, vas-y pardon. Non, et voilà, ça donne le ton. Le film est comme ça assez par moment, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. C'est un peu plus écrit, c'est un peu plus travaillé. Non, mais le truc qui est intéressant, parce que mine de rien, c'est un peu plus malin que ça. Ouais. C'est que ce qui est de cette ouverture-là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, parce que c'est le gros truc en fait du film. Le gros truc de Dick Maas sur ce film, c'était, et qui reviendra plusieurs fois, c'était, moi je vis là. Mais moi, j'ai pas ce que les Américains ils font chez eux. Moi, je veux faire ça là. Et il s'est fait défoncer la gueule par la critique de ce que j'en sais, de ce qu'il raconte, parce que je lis pas la. Donc il s'est fait défoncer la gueule par la critique hollandaise parce qu'on le disait il fait du cinéma américain. Et lui il disait non, moi je veux faire du cinéma spectacle populaire, mais là où je vis.
et travailler l'endroit où je vis de la même façon. Et ce que j'aime beaucoup en fait dans cette scène d'ouverture que tu as décrit, c'est que tu as omis un truc qui est important, c'est que juste après la scène avec la prostituée, tu as un plan d'hélico au-dessus d'Amsterdam. Ouais. Rien que ça, déjà à l'époque, ça posait le truc. C'est-à-dire que... Avec une vision des canaux. Non, mais tu avais très peu de films qui étaient tournés à l'hélicoptère. Encore, déjà aux États-Unis, c'était pas si fréquent, systématique que ça. Et en tout cas, en Europe... T'as des plans comme ça dans l'inspecteur Harry. Hein, oui, mais là, en tout cas, pour Amsterdam, ça avait été un vrai défi en fait de tourner à Amsterdam comme ça. Amsterdam, c'est une zone aérienne qui est hyper protégée à l'époque. Il y avait plein de règles et tout. Ça a été une bataille d'obtenir ces plans, il faut le dire. Et en fait, le truc que moi j'aime beaucoup, c'est que tu as une voix off comme si tu étais toi-même un touriste qui te dit bienvenue à Amsterdam, la ville de machin et tout. Donc tu te dis donc je suis clairement là, c'est clairement assumé et tu entres en quelque sorte dans la ville comme n'importe quel touriste avec ce truc de bateau-mouche. Sauf que tu as cet élément disruptif. C'est la guide du bateau-mouche en fait, voilà. c'est la voix de la guide du bateau-mouche. Voilà. Et sauf que tu as cet élément qui te dit tu vas visiter Amsterdam de fond en comble. Et ça, c'est aussi un autre truc qui est vraiment sympa dans le film. Mais avec cet élément, ce petit twist, en fait, qui va, en fait, je t'emmène dans un ride dans ma ville, quoi. Et moi, je trouve ça hyper sympathique et j'aime beaucoup, en fait, cette ouverture que je trouve un peu plus habile et un peu plus fine, en fait, que le reste. Après, tu te rappelles des éléments bourrins. Ah non, mais ça, c'est clair et net. Ouais. C'est un film de bourrin, ça, c'est sûr. Mais voilà, il y a quand même deux, trois trucs fins là-dedans. Et justement, dans cette nécessité de visiter ce besoin qu'il a de te partager toutes les facettes de sa ville, il va très loin. C'est-à-dire qu'il te montre la peinture de Rembrandt pour laquelle tout le monde va à Amsterdam. Et j'imagine, moi, que ça doit être hyper compliqué d'aller filmer une peinture comme ça, aussi protégée et tout. Et il y a carrément une scène qui est écrite autour de cette peinture-là, qui est la pièce. C'est comme si tu vas à Paris, tu filmes la Joconde. Vous imaginez le bordel pour filmer la Joconde. Lui, il a réussi à faire ça. Il y a une scène qui se passe dans le Red... Même Jean-Marie Poiret n'a pas réussi à filmer la Joconde. Il y a dans le Red District là, d'Amsterdam, qui est donc le quartier chaud, qui est un endroit où tu n'as pas le droit de filmer. Ils n'ont pas eu le droit de filmer là-dedans, donc il a fallu qu'ils le reconstituent dans un autre quartier d'Amsterdam, mais parce que lui, il voulait aussi visiter ce coin-là et tout. Donc tout ça fait que moi, ça fait vraiment que ça contribue à l'affection que je tiens au film. Et à la spécificité du film, c'est-à-dire, c'est ça, tu vois. À la singularité, ce que je disais en ouverture. Parce que le truc, c'est qu'au final, en fait, c'est un film qui bouffe à tous les râteliers, voilà, mais qui, comment dire, le fait avec une énergie, une envie, et en fait il aime ces genres-là, en fait c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire que ça se sent, quoi. Après la réception de la critique hollandaise, pour ce qu'on en sait, voilà, ils ont, en fait, elle est peu ou prou la même que pour Verhoeven, c'est-à-dire que lui, Verhoeven, c'est ce qui l'a poussé à quitter le pays à l'époque. Je pense que Verhoeven, c'était plus violent que ça, parce que c'était plus politique, et parce que aussi, lui, il atteint Verhoeven. Il est plus fin, surtout. Et puis je pense qu'il choque plus, quoi. Finalement, Dickmas, c'est un gamin, quoi. Je veux dire, il a un truc là-dedans. Très enfantin finalement, dans la joie même de foutre la dawa dans sa ville natale, enfin en tout cas la ville, pas natale parce qu'il est pas né là-bas, mais en tout cas la ville dans laquelle il grandit et il vit, quoi. Il y a un truc d'enfant. Verhoeven, c'est plus profond que ça. Donc je pense que lui, c'est juste qu'on lui a dit, mais tu fais du cinéma de gros bourrin stupide, un gros beauf, quoi, tu vois. Sauf que, et c'est là aussi où c'est intéressant et c'est touchant Amsterdam, c'est que tu fais pas non plus un film comme ça avec une industrie comme celle du cinéma hollandais aussi facilement. Il n'y avait pas l'infrastructure, encore une fois, à l'époque, quoi. Et ça a été un vrai défi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une scène, tu sais, où ils assèchent une portion de canot. Et ça, ils peuvent pas le faire en vrai. Ils pouvaient pas le faire en vrai. Le mec, il allait chercher un Anglais qui était spécialisé dans les peintures en trompe-l'œil. Ils ont fait ce qu'on appelle un glass painting. Donc, c'est comme un matte painting, mais fait en direct, où ils ont mis une vitre, en fait, devant la caméra, et le gars a peint en trompe-l'œil, en fait, le canal pour l'assécher. C'est compliqué de faire ça. Il faut vouloir le faire. Il faut pousser. Il faut aller chercher les gens. Faut bosser dans ce sens-là. Après, je pense que c'était un budget assez conséquent pour les Pays-Bas. Bien sûr, évidemment. Il a pu le faire grâce à ça. Parce que le film est très connu et surtout, c'est un film qui est sorti en France à l'époque en 88. Et en gros, c'est un film qui est connu. Moi, je l'avais vu. Je l'ai pas vu en salle à l'époque, mais je l'ai vu sur Canal. Et moi, j'ai tout de suite voulu le voir parce que Canal, en fait, il mettait en avant la poursuite
dans les canaux, quoi. Et ça faisait partie des trucs où moi... C'est la pièce maîtresse du film. Voilà, c'est sûr. ça. Et en fait, et c'est une chouette scène, en fait. Elle est C'est-à-dire que super. vraiment, voilà, il y a de la vraie cascade, tu vois, en bateau. Il y a vraiment, en fait, si tu veux, Faut en une parler, façon hein. de le mettre en avant, quoi. Puis c'est long. Ouais, ouais. Moi, je l'ai pas calculé. T'as calculé Non, là, tu vois mais bon, après- c'est 10 minutes, un quart d'heure. Non, pas ça autant. c'est beaucoup. Non, c'est Putain, 5, 6, 7 minutes. Mais, elle est Mais vraiment- par contre, tu ressors, t'es repu, quoi. elle est intense, quoi. Ouais, elle est intense, t'es repu, il se passe beaucoup de choses. Et c'est pareil, ça a été un cauchemar. Donc c'est un truc, parce que, encore une fois, donc comme il avait cette volonté déjà de tourner à Amsterdam, c'est un autre truc qu'on n'a pas dit, mais c'est un film qui a été tourné à l'été 1987, il a beaucoup plu. Bon, alors c'est un truc, c'est de la palissade, t'entends ça sur toutes les notes de production de tous les films, mais il n'empêche, il pleut de toute façon en Hollande, hein, c'est pas Los Angeles, Oui. quoi. Mais on imagine que ça a été compliqué, ils ont fini avec beaucoup de retard. Et la scène de bateau, qu'il n'a pas pu tourner intégralement d'ailleurs à Amsterdam, ils ont tourné ça dans d'autres scènes, ça a été une scène qui a été hyper compliquée. Alors, il y a une info que j'ai pas réussi à confirmer, mais apparemment, l'acteur principal, qui aussi s'implique manifestement beaucoup en fait dans ces scènes. Enfin, c'est un des acteurs qui reprend régulièrement. Oui, Il était dans l'ascenseur aussi. Exactement, déjà. qui est devenu une star locale, quoi, d'ailleurs. Il se serait blessé, il a été hospitalisé apparemment plusieurs jours. J'ai pas réussi à avoir la confirmation de l'info, mais ça semble vrai. Ce qui est sûr et certain, Alors, on va le citer peut-être Hub Stapler. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais, je n'ose pas trop prononcer les noms hollandais aussi. Mais le truc aussi avec cette scène de bateau, c'est qu'elle a posé beaucoup de défis techniques. Je développe ou pas? Bah, vas-y. Allez, je développe. Putain, on est sur dans Stéroïdes, moi Stéroïdes, j'aime bien merde, faire des toi. trucs. Mais par exemple, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'a mangé le chef cascadeur le jour du tournage Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu manges? Tu manges de la bonne bouffe indonésienne à Amsterdam. Comme c'était une. Bon, bref. Mais le truc, c'est que tu sais, tu as un moment, les canaux en fait passent sur des terrasses qui sont mises sur les quais. Ouais. Et ça, par exemple, ça a été une scène épouvantablement difficile en fait à fabriquer. Donc au début, les mecs avaient construit des bateaux, si tu veux, avec des roues en dessous. Ouais. Et c'était tiré par un câble hors champ, tu vois. Donc les bateaux étaient sur la flotte, tirés par le câble, passaient du coup sur le quai, défonçaient toutes les tables qui avaient été aussi un peu truquées pour pouvoir flotter dans les canaux pour qu'on puisse les rattraper après, les remettre en fait sur le quai, tu vois. Donc t'imagines le bordel, quoi, déjà, le bazar, pardon. Et donc il devait faire ça, sauf que ça n'a pas fonctionné du tout parce que les quais, en fait. Ça, tu peux dire bordel, hein, Julien. C'est vrai, sur Story, j'ai le droit. Et les quais n'étaient pas, si tu veux, réguliers, donc ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi à faire ça. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont foutu les bateaux sur des rails de travelling. Et t'imagines le bazar et tout, et comme ça ne pouvait pas aller assez vite sur les rails de travelling, les bateaux, tous les cascadeurs autour jouaient au ralenti. Et la scène était filmée du coup au ralenti, accéléré en post-prod, et ça se voit pas dans le film, c'est super bien foutu, quoi. Accéléré en post-prod pour que tu aies l'impression qu'il y ait une vraie sensation de danger. Voilà, c'est ce genre de truc, quoi, qui a été nécessité. Il y a une scène, tu sais aussi, où le bateau passe au-dessus d'un pont. Oui, bien sûr. Et ça, ils n'ont pas réussi, les Hollandais, ils n'avaient pas la connaissance. Donc ils sont allés chercher Vic Armstrong, qui est pareil, que tu connais forcément, qui est un chef cascadeur énorme, qui s'est fait connaître surtout en tant que doublure de Harrison Ford. Et puis qui était chef cascadeur sur les Indiana Jones. Sur Indiana Jones, qui a bossé sur les James Bond et tout, qui était un mec hyper important. Et eux, ils sont venus parce qu'ils avaient la connaissance pour faire ce type de cascade. Ils sont venus, et avec un canon à nitrogène, en fait, ils ont propulsé en fait le bateau, et en une prise, ils ont réussi à avoir le truc pour calculer le truc pour qu'il tombe exactement de l'autre côté. C'est pas anodin, en fait. Bon, moi, j'aime bien vous raconter de temps en temps, et j'espère que ça vous plaît, mais des petits secrets de tournage et tout. Ça nous plaît, Julien. Stéroïdes, non, mais je pense que Stéroïdes sert aussi à ça. Mais le truc, c'est que c'est pas anodin non plus. Je veux dire, t'imagines le poids et la lourdeur, en fait, de la logistique. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est le mec qui se dit, je vais faire ça chez moi. On sait pas forcément le faire, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher des talents étrangers à l'extérieur, hein, pour importer ce savoir-faire dans mon pays. C'est là où je trouve que la critique est particulièrement déplacée. C'est-à-dire que les mecs, ils vont lui reprocher à lui dire non mais c'est pas grave, c'est important de le dire. Les mecs vont lui dire, parce que ça peut être la même chose aussi en France, les mecs vont lui dire ah putain c'est quoi ce gros truc, tu fais ton truc à la ricaine et tout. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en cherchant à faire un grand film populaire d'action dans son pays,
Et ben, pour l'industrie du cinéma hollandais, c'est hyper précieux. Et c'est la même chose en France, qu'on le veuille ou non, y compris sur des trucs que nous on n'aime pas, tu vois, comme les productions Besson. Ça fait du bien à l'industrie du cinéma français, des mecs comme ça, parce que ils entretiennent un savoir-faire, une connaissance, un artisanat qui est aussi intrinsèque de la qualité, de la valeur de l'œuvre artistique, qui est regardée parfois avec dédain par la critique. Voilà. Moi, alors pas sur le ton forcément du film, mais moi j'allais plus rapprocher finalement Amsterdam sur la façon dont ça traite sa spécificité hollandaise en l'occurrence, si tu veux. J'allais rapprocher d'un film comme La Proie, par exemple, d'Éric Valette, où il y avait cette volonté justement de montrer la France de la province, des choses comme ça. Et en fait, il y a un truc... Avec les fromages blancs dans La Proie, c'est ces espèces de zones pavillonnaires toutes pareilles. Et tout, le ton est complètement différent. Les deux films n'ont rien à voir à la fin, si ce n'est une envie artisanale. Je crois qu'Éric serait content qu'on rapproche son film du Dick. Non, mais une envie artisanale de faire, si tu veux, de bien faire, si tu veux, avec aussi, pareil, Dupontel qui faisait ses propres cascades, ce genre de choses, etc. Des petits moments aussi un petit peu... Et puis des façons de détourner, parce qu'on est tous élevés au cinéma américain, ça, de toute façon, c'est une évidence. Mais il y a des moyens de détourner qui sont intéressants. Par exemple, justement, ces attentes-là, dans un film comme Amsterdam, justement, il y a un moment donné, il y a une petite poursuite avec un type en moto au début, et justement, il y a aussi un saut, mais qui finalement a avorté sur un pont ouvert. Et l'idée est super bonne, en fait, elle fonctionne très bien parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à attraper le type qui essaye de s'échapper, quoi. Et qui peut pas. Voilà, qui n'y arrive pas. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien, c'est assez cool, en fait. Et c'est vrai que tu te dis, mais je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, ça se trouve, dans un film ricain de base, le mec, il aurait sauté, en fait. Voilà, c'est ça. Et ils auraient pas fait le truc qui se termine juste en autre boudin, comme ça, avec le mec qui se retrouve accroché comme un con. Et en même temps, c'est vrai que du coup, mine de rien, c'est complètement satisfaisant et singulier aussi, quoi. Voilà, parce qu'en fait, les mecs en jouent et c'est écrit, quoi. Et du coup, voilà. Alors, moi, je dirais que dans les quelques gros défaut du film, je trouve que le film se perd beaucoup dans des sous-intrigues. C'est-à-dire, il y a notamment, par exemple, la sous-intrigue avec sa gamine au personnage principal, voilà, et surtout qui sert à rien. Ouais. C'est-à-dire, à la fin, t'as l'impression que c'est plus une démographie qu'il a essayé de rajouter. Exactement. C'est le truc où tu te dis, bon, bah là, il fallait plaire à ce public-là, voilà, qui manifestement est visé pour le film. Et voilà, quoi. Il a aussi un peu trop de partenaires. Qui servent de chair à canon au final, puisque le tueur sévit beaucoup. mais voilà, je trouve que l'amorce en fait croque-mitaine finale est pas très bien amenée, parce que c'est vraiment une conclusion sur la conclusion presque. Ça fait un peu, c'est Émile le tueur, tu vois, dans La Cité de la Peur, quoi. Oui, alors voilà. Après, moi, je suis... j'avais une satisfaction que j'ai encore, mais bon, elle était un peu grillée parce que je connaissais la fin et tout, mais je suis un peu content, en fait, qu'il y ait ce... Moi, j'aime bien le mélange genre. Et j'aime bien le mélange des genres, et du coup, j'aime bien le fait que ce soit un tueur qui soit à l'orée du fantastique, presque, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit un vrai monstre, et que ce soit un truc dont la naissance... Ça pourrait être mieux fait. En fait, bien sûr, c'est clair. Mais il y avait quand même ce truc de l'antre, le machin. Tu vois, c'est pareil, ça fait partie des trucs hyper compliqués. T'as les scènes dans les égouts. Ouais. Les égouts à Amsterdam sont tout petits, sont très étroits. Donc, ils ont tout reconstruit en studio. Tu vois, ça marche vachement bien dans le film, je trouve ça. Ouais. Et du coup, ça fait aussi partie de ces volontés qui sont intéressantes. Moi, j'aime... Puis, il y a un autre truc, c'est vrai que t'as ironisé sur le côté homme grenouille là, qu'on voit dès le début et tout. Mais moi, je l'aime bien, moi, cette idée du tueur qui est toujours dans la flotte. Il le filme de loin aussi. C'est-à-dire qu'en fait, soit il y a de la vue subjective, j'ai envie de dire... Un peu ridicule, comment t'appelles ça, la slasher. Ouais, voilà, à la Vendredi 13. Ça, mais déjà, eux, ils s'inspiraient des Dents de la Mer, si tu veux. Donc, des Dents de la Mer, et puis c'est les trucs que moque Brian De Palma dans Blood. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, les trucs qui parodiaient déjà au début des années 80. C'est sûr, bien sûr. Mais j'aime bien ça. Et puis, si tu veux, le truc aussi, c'est que ça fait partie du machin de se dire, je vais créer une mythologie... j'emploie un gros mot pour Amsterdam, mais qui appartient à ma ville. Ça aussi, moi, ça me touche. Et le dernier truc qui me touche, c'est de la même façon qu'il y a des plans aériens, quoi. Du coup, ça fait que t'as aussi des scènes sous-marines, quoi. Ouais. Dans un film hollandais, putain, les mecs sont allés tourner sous l'eau, dans l'air, des courses-poursuites avec des caméras embarquées sur les motos, sur les bateaux, sur les caisses. Encore une fois, du gunfight, de l'explosion. Tu vois, t'as une grosse explosion et tout. Tu vois, voilà. Je sais pas, c'est hyper touchant, en fait, cette volonté de te donner encore, t'en donner. En fait, encore une fois, voilà.
c'est-à-dire qu'il y a une vraie logique, c'est-à-dire que c'est un film qui est bourré de problématiques, bourré de défauts, Il est trop on long. peut trouver Il y a une vingtaine de minutes en trop, on peut je même pense. trouver ça un peu ringard, on va dire, si on regarde, C'est si on clairement découvre le ringard truc comme sur ça des aujourd'hui, trucs, tu vois, c'est voilà. clair. Mais par contre, en fait, c'est un film qui est généreux, c'est un film qui veut en donner beaucoup, c'est un film qui a, moi je trouve, une bonne approche de ce qu'est le cinéma d'exploitation et la série B, à mon sens. Donc voilà, en fait, les plaisirs, ils sont là, en fait. Il me fait, moi, un peu penser à du bon cinéma d'exploitation hongkongais, en fait, quelque part. C'est-à-dire que dans cette façon un peu dans l'énergie, et aussi manifestement dans cette façon de surexploiter sa ville et de chercher du cinéma, en fait, dans le profane de la ville aussi. C'est pareil, j'ai l'impression d'employer des grands mots pour finalement un film qui est relativement trivial et tout, mais il y a ça. Ce que je veux dire avec Amsterdam depuis le début, et c'était pareil avec mes trucs sur le making-of, c'est qu'il y a de la noblesse, en fait, là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut, se dire que c'est vulgose, on peut se dire, c'est vrai tout ça, on peut se dire, on a dit que c'était un bourrin, qu'il y avait des défauts et tout. Moi, je trouve que dans ces productions-là, quand elles sont faites avec cet amour-là, cette abnégation-là, et cette passion-là, il y a aussi beaucoup de... Il y a une forme de noblesse, en fait. Voilà. D'autant plus que, encore une fois, en fait, on peut faire quand même une grosse distinction entre ces films-là et même L'Ascenseur, tu vois. Oui, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est pas le même budget, de ces productions suivantes, c'est-à-dire qu'encore une fois, et qui sont sorties en France, hein, c'est-à-dire voir Issue de secours aujourd'hui, je pense que tu cherches le DVD, il est à 1 € dans les bacs, tu vois, et tu peux le voir. Alors, le DVD sera pourri, hein, c'était un des premiers trucs qui était sorti à l'époque, mais il y avait, on était déjà beaucoup plus dans la beaufrie, je trouve, et beaucoup moins dans l'exercice de style, et ça reste un film artisanal, hein. Mais je trouve qu'il cherchait beaucoup plus à draguer finalement le public américain là-dedans. C'est possible, voilà. Ça fait longtemps que déjà avec le casting américain, il y avait comme William Hurt, il y avait Michael Chiklis, tu vois, il y a des mecs comme ça, et en fait, si tu veux, Jennifer Tilly, c'est bien. Hein, oui, Jennifer Tilly, c'est formidable. Ça, voilà, a une idée sympa parce que la gamine en fait qui est au centre du film, c'est une muette. Voilà, c'est ça. C'était le gros truc du film. Oui, mais comment dire, c'était finalement, moi je trouve, beaucoup moins touchant, attachant et presque, enfin comme tu disais, singulier, quoi. Non, mais de toute façon, et c'est la même chose. Il en ressort que la beaufrie, c'est ça que je voulais dire. Et tu l'as pas vu, Proie, mais donc son film de Lyon qui est pareil, sorti en Blu-ray et DVD. Et dont on avait parlé dans le Grand Frisson avec une interview de Dick Maas. Alors je sais pas si vous arrivez à retrouver les vieux épisodes du Grand Frisson. Il faut que quelqu'un le mette sur YouTube. Ouais, voilà. Où je mettrai l'intégralité. Wink wink. Non, mais il faudrait qu'on voilà, bref. Mais le truc, c'est que c'est vrai, tout ça est vrai, et c'est vrai que Amsterdam est manifestement son truc le plus sympathique, sachant que j'ai pas vu tous les films non plus de Dick Maas, hein, mais c'est son truc le plus sympathique. Je pense que c'est le film pour lequel il restera d'ailleurs avec L'Ascenseur, c'est sûr et certain. Il n'empêche que même dans Proie, même dans ce dont je me souviens de Issue le secours, tu gardes c'est un mec qui aime ça. Oui. Je pense, il continue à aimer ça. Moi, c'est vraiment la sensation qu'il m'a donnée quand j'avais interviewé pour Proie. Et il aime ça. Et il a toujours cette beaufrie, certes, mais qui va aussi avec cette honnêteté, du coup, ce petit grain de folie et cette absence de filtre. Il s'en fout d'être poli, Dick Maas. Tu vois, il s'en fout je veux dire, il va venir faire ton caca sur ton paillasson parce que c'est rigolo. Il s'en fout, tu vois. Je veux dire, il est... Pourquoi j'ai dit ça? Ça n'a rien à voir, je sais pas, mais... parler du caca, toi, mais c'est vrai. Je pense que t'as un petit problème avec le caca, Julien. Non, ça se passe très bien de ce côté-là. Écoute, encore ce matin, mais le... Ah, sérieux, quoi. Mais bon, voilà, non. Bon, pour terminer... on parle de Dick Maas, donc voilà, oui, non, c'est sûr. Alors, pour terminer, en fait, c'est par contre un film pas facile à voir aujourd'hui. Il y a un DVD qui est sorti chez nous. Ouais. Il faudrait tous ces petits éditeurs là qu'on a qui font un travail formidable, Stéphane ou Chat qui fume, je trouve tout ESC, une certaine branche de SC, je trouve que ce serait chouette de le ressortir. En plus, alors je vous le dis pour info, il y a en cherchant un peu sur YouTube, vous pourrez trouver il y a un making-of d'époque, qui est sous-titré en anglais uniquement, et qui dure 35 minutes.
sur Amsterdam, et c'est pas du tout un making-of avec des interviews posées à la con et tout. C'est un truc tourné, filmé directement sur le plateau et tout. Toutes les infos que je vous ai données, il y a une grosse partie qui viennent de ce petit making-of et tout. Et moi, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait un beau Blu-ray qui sorte avec un bonus de cet acabit-là et tout, ce serait vraiment chouette, quoi. En plus, je pense que c'est possible, et puis je pense que Tikma, c'est abordable, justement, pour et pouvoir puis si le vous faire, faites quoi. pas de commentaires audio, nous on l'invitera pour faire un com. Voilà. Sur Amsterdam. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais. Merci Julien. Merci Stéphane. Merci Alain, merci à la Alain. technique. Merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs merci pour à nous eux. soutenir. Une adresse toujours la même. Grâce à eux, peut-être qu'un jour je pourrai emmener Stéphane à Amsterdam. Ah voilà. Voilà. Pour aller fumer de la weed en fait. C'est ça Voilà, que tu veux, exactement. Elle est bonne là-bas. je sais pas, moi tu sais, faudrait pas dire ça, on va avoir je des ne mange pas de ce problèmes. pain-là, Julien, quoi. Espèce de salle de drogué. Voilà. Ah, c'est vieux tout ça. Notre c'est derrière moi. gouvernement est assez clair sur le sujet. Il y a voyons. prescription, messieurs Voilà. les policiers. Bref, et merci à nos tipeurs, donc merci à ceux qui veulent nous soutenir, donc tipeee.com, Capture Max et les mots-clés. Vous pouvez nous écouter sur toutes les sources de podcasts plus ou moins existantes en France, hein, j'ai envie de dire, donc c'est-à-dire SoundCloud, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Un jour, Stéphane va s'endormir. Bah, je vais m'endormir en J'ai l'impression qu'il va finir. J'ai l'impression qu'il. Je vais Je me demande m'endormir s'il y a en plein- des gens qui écoutent les podcasts jusqu'au bout, jusqu'à ce Juste moment-là. pour savoir en fait, voilà. Ils Mais se c'est pour disent, ça qu'en ah non, fait, putain, il faut là, le il va mettre nous reparler, là, de conneries, 10 tu heures et vois, tout. voilà. Je vais arrêter. Faut que j'arrête. On va arrêter. 10 heures off. Je vais passer à Total Tracks, ils ont sorti un nouvel Ouais, épisode. oui, ou alors tout simplement écouter un autre épisode de Stéroïde, Stéroïde, par bien exemple sûr. celui sur Parole de flic, voilà, tu vois, éventuellement. Voilà, bon, bah tu m'as coupé dans mon élan. Alain fait la gueule parce que moi c'est Alain qui me force à faire ces Il est trucs-là. très dur, toi. Alain. Voilà, il est très dur. On le mais remercie tout le temps, mais il est très dur. Comme l'autre Alain, il est aussi très juste. Ah. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un autre film. On va voir ce que c'est. C'est toujours la surprise avec nous. Bah ouais.